Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette 39e semaine de 2025, l'avis de l'Union revient sur la signature de l'accord UE-Indonésie, sur le refus du Parlement européen d'accéder à la requête de levée d'immunité parlementaire pour 3 eurodéputés par la Hongrie, et un rapport sur l'activité économique européenne à son plus haut depuis 1 an et demi. Dans le club des 27, le Danemark est lui aussi victime d'incursions aériennes, l'Italie se mobilise pour Gaza et la Slovaquie adopte un amendement constitutionnel pour réduire les droits LGBTQIA+. Et chez nos chers voisins, Donald Trump change de discours vis-à-vis de l'Ukraine, l'opposition turque va au bras de fer avec les juridictions turques et la Moldavie est sous tension en cette semaine de scrutin. Passons sans plus attendre à l'avis de l'Union. Commerce, accord de libre-échange conclu avec l'Indonésie. L'Union européenne, désireuse de compenser le manque à gagner causé par la guerre commerciale avec les États-Unis et la stratégie commerciale agressive de la Chine, continue de conclure des partenariats. Mardi 23 septembre, c'était au tour de l'Indonésie, économie émergente dont on prédit qu'elle fera partie des 10 premières économies mondiales à la fin du siècle, qui a conclu un accord avec l'Union européenne. Les négociations avaient commencé en 2016, mais comme pour le Mercosur, les négociations patinaient, notamment avec le règlement européen sur la déforestation adopté en 2023 et l'imposition de droits de douane sur les biocarburants indonésiens que l'UE accusait de concurrence déloyale car trop subventionnés. Les droits de douane fixés par Donald Trump n'ont fait qu'accélérer les choses. L'objectif de l'accord est d'accroître les échanges et de développer les investissements sur le marché indonésien, un moyen aussi de prendre pied économiquement en Asie du Sud-Est et de réduire l'influence de la Chine dans la région. Après Singapour et le Vietnam, voici donc que l'Indonésie devient un troisième partenaire commercial asiatique. D'autres discussions sont en cours avec la Thaïlande, les Philippines et l'Inde. L'Indonésie n'a pas été choisie au hasard. Elle dispose de terres rares et notamment du nickel, métal essentiel dans la stratégie de transition écologique européenne. Avec cet accord, l'Union européenne poursuit la diversification de son approvisionnement en matières premières. À terme, c'est 98% des produits indonésiens qui devraient échapper aux droits de douane européens, comme les chaussures, les textiles, les produits de la pêche ou encore l'huile de palme qu'on retrouve dans la nourriture autant que dans les cosmétiques. Mais cet accord a un coût. Même si la Commission se cache derrière une incapacité technique pour demander le report de l'application à fin 2026 du règlement européen sur la déforestation, qui interdit d'importer des produits issus de terres déforestées, on peut légitimement se poser la question du timing. La production indonésienne d'huile de palme est l'une des principales coupables de la déforestation indonésienne. Et l'Indonésie se dit dans l'incapacité technique de se conformer aux droits européens à court terme. C'est aussi certainement dû aux pressions américaines, brésiliennes et des industries de la transformation du bois européennes. On assiste certainement à l'enterrement silencieux d'une des mesures phares du pacte vert. Les ONG et les eurodéputés en faveur de l'application du texte accusent la Commission de sacrifier une nouvelle fois ses objectifs environnementaux au nom d'objectifs économiques. Reste que le texte devra être approuvé par les organes législatifs indonésiens et de l'Union européenne pour entrer définitivement en vigueur. Parlement européen. La Commission des affaires juridiques refuse la levée d'immunité pour 3 eurodéputés demandés par la Hongrie. Ce sont deux dossiers que devait trancher la Commission des affaires juridiques, autrement appelée dans le jargon européen la Commission Jury, ce mardi 23 septembre. Le gouvernement hongrois avait demandé la levée de l'immunité parlementaire du leader de l'opposition et président du parti hongrois Tisza, Péter Magyar,
de l'eurodéputée social-démocrate hongroise Clara Dobrev et de l'eurodéputée italienne de l'Alleanza Verdi e Sinistra, Ilaria Salis. Dans le cas de Peter Mayer, on sent la volonté du gouvernement hongrois de disqualifier l'opposant principal de Viktor Orban alors qu'il est en tête des sondages. La justice hongroise, dont l'indépendance est remise en cause par la Commission européenne et par le Conseil de l'Europe, demandait la levée d'immunité de Peter Mayer pour 3 affaires. Une première affaire qui concernerait un vol de téléphone en boîte de nuit et 2 autres en diffamation, l'une portée par le député Fidesz György Simonka et l'autre par un député d'extrême droite du parti Notre Patrie. La diffamation est l'arme juridique la plus simple pour lancer des procédures bâillons. Mais il n'est pas le seul élu hongrois à être visé. L'eurodéputée de la coalition démocratique, parti hongrois d'orientation social-démocrate, Clara Dobrev, était elle aussi visée par une procédure en diffamation. Les 2 demandes de levée d'immunité ont été rejetées. Mais ces 2 demandes dénotent déjà de l'ambiance délétère de la campagne des législatives d'avril 2026. Lors des précédentes législatives, le gouvernement Orban, par l'intermédiaire de son administration judiciaire et fiscale, avait fait procéder à plusieurs contrôles fiscaux, perquisitions et saisies de matériel chez les partis d'opposition. Et vu que le Fidesz est à une quinzaine de points derrière Tisza, le gouvernement utilisera tous les outils à sa disposition pour disqualifier son opposition. Pour ce qui est d'Ilaria Solis, l'eurodéputée italienne a, elle, échappé de peu à la levée d'immunité parlementaire. Contrairement à ses collègues hongrois, elle était incarcérée jusqu'à son élection lors des européennes. Elle est accusée d'avoir participé à l'agression de 9 personnes lors d'un rassemblement néo-nazi alors qu'elle était accompagnée de militants antifascistes. La justice hongroise l'avait condamnée à 15 mois de prison. Elle a été libérée 5 jours après les élections européennes. Elle a toujours nié les accusations et dénonce le fait que le gouvernement hongrois veuille faire d'elle une prisonnière politique. Le Parlement a refusé la levée de l'immunité parlementaire à 13 voix contre 12, signe que la droite devient de plus en plus fragile sur la protection des droits fondamentaux et de l'état de droit. Dans les 2 cas, la Hongrie devrait faire appel de la décision devant la Cour de justice de l'Union européenne. Économie. L'activité économique européenne au plus haut depuis 16 mois. C'est une première depuis 16 mois, mais attention, il ne faut surtout pas s'enflammer. L'indice composite provisoire des directeurs d'achat de la zone euro, qui mesure l'activité des services et de l'industrie de la zone euro, passe de 51 à 51,2 entre août et septembre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un indice inférieur à 50 indique une contraction de l'activité. Un indice supérieur à 50 indique une croissance. Même si c'est un indicateur positif, impossible d'y voir une perspective durable de reprise économique de la zone euro. Un indice tracté par l'Allemagne dont la revalorisation du salaire minimum, une forte croissance des services et la promesse d'investissement dans la défense et les infrastructures laissent espérer une relance durable des industries allemandes. Mais l'incertitude politique française se transforme en incertitude économique et c'est la France qui empêche de se projeter vers l'avenir. En parallèle, la BCE a revu ses prévisions de croissance pour 2025 à la hausse, passant de 0,9% à 1,2%, mais prévoit une certaine stagnation à 1,1% en 2026 et 1,3% pour 2027. La BCE ne veut pas se mouiller tant la baisse des taux successifs de cette dernière année et demie, conjuguée à un environnement international de plus en plus protectionniste, rend de plus en plus incertaine toute projection. Passons désormais au club des 27. Danemark, triple incursion de drones dans le ciel danois. Cette semaine européenne avait commencé avec la demande de l'Estonie
d'activer l'article 4 du traité transatlantique après l'incursion d'avions de chasse russes dans l'espace aérien estonien. Pendant le week-end, ce sont plusieurs aéroports européens, Dublin, Bruxelles, Berlin et Londres, qui se sont retrouvés bloqués, la faute à un ransomware, un logiciel qui bloquait les données informatiques et rendait inopérant l'ensemble des aéroports. Même s'il n'y a pas de preuve que ces initiatives soient russes, elles emportent quand même la signature de la guerre hybride russe. Après l'incursion des avions de chasse russes en Estonie, les États-Unis, dans le cadre de l'OTAN, se disent prêts à défendre chaque centimètre carré de l'OTAN et demandent à la Russie de mettre fin à ces comportements dangereux. Lundi soir, ce sont 3 ou 4 drones qui ont provoqué le chaos au Danemark. Ils survolaient l'aéroport de Copenhague. La Norvège a rapporté un incident au même moment à Oslo. L'aéroport de Copenhague a été fermé de 20h30 jusqu'à un peu après minuit. C'est à ce jour la plus grave attaque contre une infrastructure critique, d'après la première ministre Mette Frederiksen. Les services de contre-espionnage danois parlent d'une menace de sabotage importante. La conséquence de ce survol, ce sont plus de 20 000 voyageurs qui vivent les conséquences de ces 100 vols annulés et 31 vols détournés vers d'autres aéroports. Les drones ont probablement été envoyés depuis des bateaux, l'aéroport de Copenhague étant proche du détroit d'Øresund, partagé avec la Suède. La police danoise n'est pas parvenue à repérer les opérateurs de drones. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, déclare encore une fois que ces accusations sont dénuées de preuves. Mardi 23 septembre, alors qu'avait lieu l'Assemblée générale des Nations unies, Donald Trump déclare qu'il faut abattre tout objet volant russe dans l'espace aérien de l'OTAN. Mais certains spécialistes disent que l'incertitude concernant le soutien réel des États-Unis dans le cadre de l'OTAN les empêche d'abattre les avions provocateurs. Dans la nuit de mercredi à jeudi, rebelote. 4 aéroports danois sont survolés par des drones. 3 aéroports civils à Aalborg, Esbjerg et Zonderborg et la base aérienne militaire de Skrydstrup. Les drones n'ont pas été abattus car ils représentaient trop de risques au sol et ils sont repartis d'eux-mêmes. L'aéroport d'Aalborg est resté fermé quelques heures. Les 2 autres n'avaient aucun vol de prévu. La base aérienne militaire de Karup, la plus grande du pays, a elle aussi été survolée pendant la nuit de vendredi à samedi. L'annonce la semaine précédente par le gouvernement du Danemark de vouloir se doter d'armes de précision de longue portée et d'avoir désigné la Russie comme une menace pour encore plusieurs années est certainement une explication à ces provocations. Le Danemark accueille le sommet européen de sa présidence semestrielle du Conseil, c'est jeudi 1er et vendredi 2 octobre. Face à ces incursions de drones et au brouillage GPS, l'OTAN teste des solutions, notamment lors de son exercice naval Dynamic Messenger 2025 au large du Portugal. L'OTAN teste un outil qui permettrait aux navires de garder le bon signal GPS. Si le test se révèle probant au printemps 2026, il pourrait équiper l'ensemble de la flotte de l'OTAN. Pour ce qui est des drones, l'Alliance teste les brouillages radio. Si les drones ne peuvent plus communiquer avec leurs opérateurs, ils tombent. Italie. Des manifestations dans tout le pays en soutien à Gaza. Lundi 22 septembre, c'était grève générale partout en Italie à l'appel de l'Unione Sindacale di Base en soutien à Gaza contre le génocide en cours, reconnu en tant que tel par une commission de l'ONU. Une démonstration de force rassemblant 500 000 Italiens dans 65 villes d'Italie, dans des villes comme Milan, Naples, Bari, Gênes et Trieste. Les défilés reprenaient le slogan français Bloquons tout du 10 septembre. Une manifestation qui avait pour but de soutenir la Global Sumud Flotilla, contester la hausse des dépenses militaires et dénoncer les mauvaises conditions de travail. Des manifestations qui ont largement perturbé les transports publics à travers tout le pays,
Les chemins de fer étaient totalement bloqués et certains périphes étaient aussi occupés par les marches. Point noir, la manifestation a dérapé à Milan. Des manifestants sont partis à l'affrontement avec la police. Du pain béni pour le gouvernement de droite et d'extrême droite, qui ne se gêne pas pour parler de guérilla urbaine, de prise d'otages des travailleurs italiens et de violences criminelles. Le gouvernement tente sans vergogne de décrédibiliser le mouvement sur cette base, même s'il y a eu peu d'incidents. Le ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a indiqué qu'il était impossible pour l'Italie de reconnaître un pays qui ne reconnaît pas Israël et qui ne soit pas reconnu par Israël. La réussite de la manifestation tient aussi au fait que la popularité de la rapporteuse des Nations Unies sur les territoires palestiniens occupés, l'italienne Francesca Albanese, ne cesse de grandir en Italie. Même les milieux catholiques italiens prennent de plus en plus position en faveur de la Palestine. D'après un sondage de l'Institut YouTrend, 64% des Italiens estiment qu'Israël opprime et discrimine systématiquement le peuple palestinien. Slovaquie. Adoption d'un amendement constitutionnel contre les droits LGBTQIA+. Vendredi 26 septembre, le Parlement slovaque devait se prononcer sur un amendement constitutionnel visant à restreindre les droits des personnes LGBTQIA+. Cet amendement avait pour objet d'interdire la GPA, de restreindre le droit d'adoption aux seuls couples mariés, en sachant que le mariage homosexuel n'est pas reconnu en Slovaquie. Le changement de sexe chez les personnes intersexuées sera fortement contraint et fera l'objet d'une future loi. L'opposition a refusé de siéger lors de ce vote. Le parti Progressivne Slovensko, Slovaquie progressive, en particulier, qui considérait que cet amendement était une atteinte aux droits fondamentaux. Le parti du Premier ministre Robert Fico, le Smer, et son allié le Parti nationaliste slovaque ne disposaient pas de la majorité constitutionnelle à eux deux. C'est grâce au concours du mouvement conservateur Hnutie Slovensko, de l'ancien Premier ministre Igor Matovič, que l'amendement a pu être adopté avec 90 voix pour. La Commission de Venise, un groupe informel de constitutionnalistes au sein du Conseil de l'Europe, avait mis en garde sur le caractère vague de l'amendement et que cela irait à l'encontre des engagements slovaques internationaux en matière de droits humains. Robert Fico avait motivé sa réforme en déclarant que c'était pour protéger l'héritage culturel et spirituel de la Slovaquie. L'amendement dispose aussi que le droit slovaque prime sur le droit européen et international en matière culturelle et éthique. Une adoption qui devrait valoir à la Slovaquie une procédure d'infraction au niveau européen, étant donné que la jurisprudence européenne est constante depuis l'affaire Costa contre Enel en 1964, disposant que le droit européen prime sur le droit national. Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Ukraine, un retournement inattendu de Donald Trump sur la guerre en Ukraine. Mardi 23 septembre, alors qu'il rencontrait Volodymyr Zelensky aux Nations Unies, le président américain a déclaré ne plus croire en une victoire russe. Un revirement total après l'humiliation fin février du président ukrainien pendant leur rencontre à la Maison-Blanche, où Donald Trump avait simplement dit que l'Ukraine n'avait plus les cartes. Désormais, le président américain n'exclut pas que l'Ukraine reprenne ses territoires occupés, la Crimée et le Donbass. Il justifie cette nouvelle position en déclarant que l'économie russe est en plein effondrement. Il en rajoute une couche sur son réseau social Truth Social, où il qualifie la Russie de tigre de papier. C'est la première fois que Donald Trump s'en prend frontalement à la Russie, qu'il a toujours cherché à ménager. Rien de neuf côté russe, le Kremlin ne veut pas dévier de sa trajectoire et affirme que l'opération spéciale se poursuit. La stratégie est de blâmer l'Europe dans sa volonté de maintenir l'Ukraine en guerre et que les accusations d'incursion russe en Europe nourrissent un sentiment anti-russe.
Ils accusent la Pologne et l'Ukraine de vouloir plonger l'Europe dans la guerre. Les mots de Donald Trump sont importants, mais le plus important, c'est ce qu'il ne dit pas. Il dit que l'Ukraine et l'Europe peuvent gagner cette guerre, mais à aucun moment il ne parle de soutien américain ni de fourniture d'armes. Il ne s'opposera certainement pas à l'achat d'armes par les Européens pour les transférer aux Ukrainiens, mais il l'a déjà dit, il ne mettra plus $1 dans le soutien à l'Ukraine et il laissera le business faire. L'effort sera donc supporté par les Européens. Les Européens avancent sur la mobilisation des fonds gelés russes et évoquent un transfert sous forme de prêt à l'Ukraine que l'Ukraine rembourserait avec les réparations de guerre payées par la Russie. Les États-Unis ont lâché les négociations et s'en lavent désormais les mains. Le secrétaire d'État Marco Rubio a rencontré son homologue russe Sergei Lavrov pour demander à la Russie de prendre des mesures significatives en vue de la résolution du conflit. Vladimir Poutine a proposé de discuter de la prolongation d'1 an du traité New START de désarmement nucléaire signé par les États-Unis et la Russie et qui arrive à terme en 2026. Un moyen d'affaiblir les garanties occidentales de sécurité en Ukraine en cas de paix. Turquie. Le CHP réélit Özel malgré la pression judiciaire. Dimanche 21 septembre, le Parti républicain du peuple, le CHP, a organisé un congrès extraordinaire afin de réélire leur président Özgür Özel, alors que le CHP est menacé par plusieurs procédures judiciaires et notamment une procédure qui vise à annuler le congrès de 2023 qui avait vu le parti porter Özel à sa tête. Pour ce congrès extraordinaire, Özel était le seul candidat et sans surprise, il est réélu. L'objectif de ce congrès est de rendre caduque la procédure judiciaire contre le congrès de 2023 et d'éviter l'éviction judiciaire de la direction du parti. Le CHP est convaincu que ces procédures sont purement politiques et que le président Recep Tayyip Erdogan veut achever son autoritarisme en privant son principal parti d'opposition de ses figures les plus populaires. Au-delà de rendre caduque une procédure judiciaire, c'était aussi l'occasion de faire bloc autour du parti et du chef pour montrer que le CHP restait déterminé dans son bras de fer avec le pouvoir. Mais l'acharnement judiciaire continue. Mardi 23 septembre, 13 interpellations ont eu lieu dans le cadre d'une affaire de corruption dans la capitale turque, Ankara. Encore une fois, c'est une mairie détenue par le CHP qui est visée. Le parquet enquête sur 32 concerts organisés par la ville et accuse l'édile et son administration d'avoir payé des sommes injustifiées. L'enquête avait été annoncée à l'automne 2024. Le maire Mansour Yavaş, qui était presque aussi populaire que son ami Ekrem İmamoğlu à Istanbul, était une des cibles les plus évidentes du pouvoir. Il était pressenti pour succéder à İmamoğlu dans la course à la présidentielle. Mercredi, c'était au tour de la section stambouliote du parti de faire les frais du zèle de la justice aux ordres du pouvoir. Alors que le CHP d'Istanbul s'apprêtait à tenir un congrès extraordinaire pour rendre caduque l'annulation de la dernière élection au début du mois, le même tribunal a interdit la tenue du congrès à 1 heure de la tenue de celui-ci. Cette fois-ci, c'est un précédent grave qui se présente. Le Haut Conseil électoral avait validé la tenue du congrès, une décision réputée définitive et ne pouvant pas faire l'objet d'un appel judiciaire. La section stambouliote a tout de même tenu son congrès et réélu Özgür Çelik et sa direction. Moldavie. Une dernière semaine de campagne des législatives sous tension. En Moldavie, depuis des mois, c'est une campagne de désinformation russe qui a lieu. Il y a 1 an, Maia Sandu était réélue présidente de la République de Moldavie de justesse, la faute à des réseaux d'achat de voix organisés par l'oligarque en fuite Ilan Shor depuis la Russie,
où il a trouvé exil alors qu'il est poursuivi en Moldavie pour une escroquerie à 1 milliard de dollars envers 3 banques. Il aurait récidivé en ayant versé près de 39 millions de dollars pour financer la désinformation d'après Alliance for Europe. Son complice, Vladimir Plahotniuc, vient d'être extradé vers Chisinau jeudi. Plahotniuc est le symbole de la corruption en Moldavie, alors qu'il dirigeait le Parti démocrate. Il avait fui en 2019 alors qu'il voyait son arrestation se rapprocher. Même les socialistes pro-russes voulaient qu'il soit écarté du pouvoir. Ce dimanche 28 septembre ont lieu les élections législatives en Moldavie, mais comme vous pouvez le comprendre, je ne suis pas en mesure de vous donner les résultats au moment où j'enregistre cette émission. La montée en puissance de l'intelligence artificielle facilite la production de fake news via des sites de désinformation conçus pour l'occasion, dont un s'appelle Rest Media, qui se présente comme un média anglophone qui traite essentiellement de Maya Sandu et de l'Union européenne pour les diaboliser en les dépeignant comme autoritaires, répressifs et illégitimes, tout en exagérant leur propension à soutenir la guerre. Le renseignement militaire russe a lancé la rumeur que l'OTAN voulait envahir la Moldavie, toujours pour mobiliser les peurs des citoyens moldaves et appuyer sur l'image de va-t-en-guerre de l'Europe construite par la Russie, une stratégie qui s'est avérée payante dans le renversement pro-russe de la Géorgie. L'objectif est d'occuper l'espace des réseaux sociaux au maximum, en s'appuyant sur des bots et des faux comptes en capacité de maximiser l'algorithme en faveur de la désinformation. Les fermes à clics entretenues par Wagner en Afrique tournent à plein régime. Pour se coordonner, ils utilisent la chaîne Telegram Ribar. Même si les médias et la société civile tentent de débunker toute la désinformation, l'espace informationnel en est saturé. Meta et TikTok ont tenté de mettre en place des moyens de protection contre la désinformation. La Commission européenne s'est jointe aux efforts de lutte contre la désinformation en Moldavie. Comme en Europe de l'Ouest, la Russie clone de vrais sites d'information en y ajoutant des articles destinés à dénigrer le parti Action et Solidarité de Maya Sandu et l'Union européenne. 74 personnes ont été interpellées car elles sont soupçonnées de faire partie d'un réseau soutenu par le renseignement militaire russe. Comme l'an dernier, la Moldavie accuse la Russie d'avoir recruté des fauteurs de troubles en Moldavie, comme dans d'autres pays comme la Serbie, pour provoquer le désordre et la violence, pour instaurer un climat de peur. En Transnistrie, région sous occupation russe, il est à redouter un vote contraint. Le nombre de bureaux de vote sera réduit, il y aura certainement des convois d'électeurs pour faire voter massivement en faveur des candidats pro-russes, alors que c'est bien sûr interdit. Les journalistes étrangers ne sont pas les bienvenus. Certains électeurs ne savent pas s'ils iront voter à cause des pressions qu'ils ont vécues lors des dernières législatives. La coupure de gaz russe en début d'année pourrait bien avoir motivé encore plus les Transnistriens à voter pro-russe, car même si la Roumanie a transféré du gaz à la Moldavie, il est plus cher que le gaz russe. Dans une élection proportionnelle à un tour, toutes les voix comptent. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 39e semaine européenne de 2025. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast
Le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.